Bonjour à toutes et à tous. On va commencer notre prochaine séance. Alors, c'est avec grand plaisir que je voudrais vous présenter professeur Mylène Aubertin-Leondre, une professeure titulaire au département de sciences de l'activité physique à l'UQAM, ainsi que chercheur senior au CRIUGM. Euh, Mylène fait d'importants travaux sur l'activité physique chez les personnes âgées et elle a été notamment reconnue par une chaire de recherche du Canada de niveau 1. On est très fiers d'elle. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un programme de mise en place de programmes de marche pour favoriser l'activité physique chez les personnes âgées. Bonjour tout le monde. Merci Jean-Philippe pour cette introduction. Donc, je vais essayer de vous parler d'un projet un peu pragmatique qui est venu des MADA. Qu'est-ce que c'est les MADA? C'est les municipalités amies des aînés. Et l'idée est venue en fait d'un consortium qu'on a eu avec Piéton Québec, les MADA, la FADOC, qui sont des organismes communautaires, qui essayaient de comprendre comment on fait pour que les aînés bougent en dehors de chez eux à travers le temps, sans que ça passe forcément par des choses plus organisationnel ou payant. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt ni d'intérêt à ce que vous soyez plus actif, mais quand même, pour votre bien vieillir, je devrais vous dire, j'espère vous convaincre à la fin de la journée que c'est ça que vous devriez faire. Donc, en fait, quel est l'intérêt de l'étude que l'on a voulu voir? C'est une première chose, c'est qu'en fait, tout le monde ne vit pas au même endroit au Québec. Et c'est assez surprenant, mais on a à peu près 20% d'aînés, donc de 65 ans et plus, qui font partie de la population québécoise, mais on a plus de 50% qui vivent dans des petites villes ou petits villages où l'urbanisme n'est pas le même et l'accès à des structures organisationnelles n'est pas la même. Et de cette proportion de gens qui vivent dans des villes ou des petits villages, en fait, on a 30% de la population qui vivent dans des régions éloignées, où le point de contact avec, par exemple, un CIUS ou un centre hospitalier est à plus d'une heure, voire 2 heures en moyenne. Donc, l'idée derrière ça, c'était de voir est-ce que la sphère de mobilité, donc la façon dont les gens se bougent autour de la maison, autour de leur quartier, autour de leur plus grand quartier, dans leur ville et à l'extérieur de la ville, est influencée et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller améliorer cette mobilité, mais pas juste la mobilité du transport qui correspond quand même à plus de 20 à 40% de la mobilité, ça veut dire qu'il y a inversement plus de 80 à 60% qui ne sont pas 20 à 40% qui ne sont pas des modes liés au transport dit non actif mais actif, c'est-à-dire la voiture et les transports en commun. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce pourcentage quand on sait ou quand il est reconnu que bouger va vous permettre d'améliorer votre bien vieillir et vous garder en autonomie? Lorsque l'on regarde les données, et je m'excuse pour ce graphique et toutes ces informations-là, mais j'essayais d'avoir une plus grande donnée sur la sphère de mobilité, l'étude canadienne sur les aînés, on s'aperçoit que les scores de mobilité sont déjà plus faibles chez les femmes que chez les hommes. Donc les femmes ont tendance à moins sortir autour de chez elles en vieillissant. On s'aperçoit aussi qu'au Canada, de façon générale, la moyenne, alors que la moyenne d'âge n'est que de 62 ans, le score est autour de 89. Et je tiens à préciser ça parce que généralement, 62 ans, vous avez peu ou pas d'incapacité et que le score pour dire que vous avez une mobilité réduite, c'est en dessous de 60. Donc, on n'est pas si loin pour une population assez jeune, malgré tout, dans cet échantillon-là. Il a été aussi reconnu que dès 60 ans, cette sphère décline et que si l'on a des scores inférieurs à la norme à partir de 50 ans, la trajectoire de vieillement va être accélérée et le déclin et les besoins de soutien à l'autonomie qu'on a du mal à fournir et surtout à ceux qui sont en région éloignée vont être encore plus grands. Finalement, un score qui est intéressant surtout pour les cliniciens, il est démontré que le score au SPPB, qui est un score qui mesure les capacités fonctionnelles, explique 45% de la variabilité et de cette capacité à se mouvoir. Autre fait intéressant, la peur de chuter. Parce qu'on pourrait se dire qu'une des raisons pour laquelle les gens ne bougent pas, c'est est-ce qu'ils ont peur de chuter ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de transport? Et en fait, lorsque l'on regarde la littérature, on vient de voir que le transport est certainement une première cause, mais ici, ce qui montre, c'est que la peur de chuter est aussi fortement reliée
avec la réduction de la sphère de mobilité. Donc, plus vous avez à avoir peur de chuter, moins vous allez vous déplacer à l'extérieur de votre domicile. Or, cette peur de mobilité, donc notre fameux circuit, va réduire, plus vous le réduisez, va avoir des conséquences qui peuvent être inverses et à double vision, c'est-à-dire perdre de la force musculaire et de la masse et de l'équilibre, éviter des problèmes d'aménagement, les moyens de déplacement qui sont souvent pas adéquats, des fois c'est même l'absence de trottoir, tout simplement, avoir donc une peur de chuter, un isolement à travers son patient et finalement notre vitesse de marche. Alors, on s'est posé la question avec nos fameux partenaires, quelle solution on pourrait avoir qui serait transférable, quel que soit le lieu de vie des aînés au Québec. Donc, on a co-créé ce que l'on appelle MABIDA. Cherchez pas le nom, c'est Marchabilité pour l'ami des aînés. Donc, c'est un acronyme qui n'est pas très beau, mais il y avait ici, et je vous le présente, la partie rive sud de Montréal. Mais vous avez la même chose qui se fait au Saguenay, puis vous avez la même chose en ce moment qui se fait au Québec, mais je ne vous présenterai pas les résultats. Donc, pour la partie co-création de la Rive-Sud, on avait la ville de Longueuil et on avait la chance, c'est que la ville de Longueuil a un conseiller scientifique qui était présent lors des choses. On avait la responsable de la MADA et on avait la mairesse de temps en temps avec nous, plus la santé publique du CIUS, rattaché à Longueuil, qui est, lui, responsable de la mobilité des aînés en plus. On avait bien sûr Piéton Québec et les FADOC et finalement une équipe de chercheurs. Et on a donc pensé à se dire comment on peut permettre aux associations, aux municipalités de mettre en action des programmes. Donc ici, je vous présente la validité, la partie validité scientifique. Est-ce que ça a marché, ce qu'on a pensé co-créer? Et la première étape qui est apparue, c'est de se dire qu'il fallait le faire en 3 étapes. Une première pour évaluer les capacités de marche ou décider qui marche. Une deuxième pour les former sur les déplacements. Puis une troisième pour mettre une intervention et voir est-ce que ça fonctionne. Alors la première, on a décidé, ou il a été décidé, qu'il fallait d'abord vérifier comment marcher. Mais deux paradoxes, c'est que ce n'est pas tous les aînés qui veulent marcher en groupe. Il y en a qui veulent marcher seuls. Donc il faut être capable de proposer cette alternative-là. Et la deuxième, c'est que quand ils marchent en groupe, ils veulent surtout pas attendre l'aîné qui marche trop lentement ou ils veulent pas se sentir l'aîné qui fait ralentir le groupe. Donc, à travers ces retours-là, on a essayé de voir, est-ce qu'à travers 3 questions qui sont juste à côté, on est capable de déterminer un groupe plus ou moins lent, puis un groupe plus ou moins rapide pour essayer de voir si ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on a essayé de se dire quelles sont les barrières à la marche. Donc, il y avait beaucoup, je ne sais pas comment planifier Les retours qu'on avait eus étaient, je ne sais pas comment planifier une marche, je ne sais pas où trouver les informations pour prendre le transport en commun, quels sont les équipements, comment je me vois si je marche assez selon les recommandations. Et donc, on a une micro-formation qui dure à peu près 30-40 minutes, qui est donnée par l'association au moment de l'association et qui pourrait être donnée virtuellement et qui explique toutes ces étapes-là. Donc, comment aller trouver de l'info, qu'est-ce qui est fait, et des fois, ça pourrait être spécifique à la ville ou à la région. Puis, on les forme sur le programme, et parce que la force et la flexibilité et l'endurance sont aussi des choses, en dehors du programme de marche, il a été décidé de rajouter des cartes défis qui peuvent se faire seules, à la maison ou en duo. Donc, on a une version, suite à une première entrevue, où c'est vivre seul, et une version vivre en couple. Parce qu'à un moment donné, on donnait les duos et les solos ensemble, mais les personnes relativement veuves ou récemment veuves n'appréciaient pas le fait de se faire redire qu'ils étaient seuls, mais qu'ils avaient l'opportunité de faire deux. Donc, on a vraiment créé 2 lots et on propose aux gens quel lot vous voulez ou si vous voulez les deux. Finalement, il y avait une formation pour leur apprendre à prendre le transport en commun. C'est assez surprenant, mais bon, au Saguenay, il y a très peu ou pas de transport en commun, mais dans la Rive-Sud et Montréal, etc., il y a du transport en commun et en plus, il est gratuit pour nos aînés. Sauf que, surprenamment, sur tous les aînés que l'on a eus, les 52, 0 ont voulu avoir le transport en commun et en fait, 0 ont déclaré prendre le transport en commun comme moyen de transport. Donc, elle existe, mais actuellement, ça n'a pas l'air d'être une réalité. Peut-être que plus tard, ça sera une réalité. Peut-être le faire dans Montréal et ça sera plus une réalité, le transport en commun que la voiture. Mais pour tout ce qui est rive, que ça soit Longueuil ou Laval, parce qu'on l'avait aussi exploité à Laval, il y a eu 0 demande de formation en transport en commun. Et c'est dommage parce que Longueuil a carrément un endroit où ils viennent dans les associations prendre les aînés et ils les accompagnent jusqu'à expliquer comment prendre. Ils mobilisent un autobus pour la journée gratuitement pour leur faire apprendre et appréhender le transport. Bien sûr, on a un programme de marche
Et on est allé, et c'est pour ça que je fais du pouce sur la présentation de Chantal, avec l'idée que une fois par semaine suffisait à essayer de créer une adhérence et une motivation à se bouger. Et puis, on a eu une demande, surtout parce qu'il y a l'hiver, où à un moment donné, ça devient un problème, c'est d'essayer de mixer les marches en parc, qui sont des marches dites de loisirs, et des marches en ville, qui sont dites des marches utilitaires. Donc ici, vous avez des photos de nos marches à l'hiver au parc Michel Chartrand, où on a eu une journaliste qui est venue nous voir. Puis en bas, vous avez une carte des parcours qui font 1 heure, qui contiennent des parcs, qui contiennent des bancs, qui contiennent des centres commerciaux, et qui font pile 1 heure, mais qui sont surtout avec un point de départ qui est l'association. Donc le point, c'était de se dire quel est l'ancrage, et l'ancrage, c'est leur association, souvent à travers le quartier. Donc, maintenant que je vous ai expliqué plus ou moins le pourquoi et le comment on a essayé d'implanter Mabida, quels sont les effets qu'on a observés pour Longueuil? Donc, je vais vous présenter d'abord les caractéristiques des participants, puisqu'on voulait s'adresser à ceux qui ont une peur de chuter ou qui réduisent leur mobilité. C'était ça la consigne pour le recrutement pour les associations. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est un appel à volontaires. Et quand on compare notre échantillon complet, en fait, 37% sont, selon le critère au FES, qui est un questionnaire de peur de chuter, ayant peur de chuter ou ayant une préoccupation pour la chute. Pourtant, lorsque l'on regarde leur vitesse de marche, on pourrait se dire, comme clinicien, jamais j'aurais pensé que notre personne est à risque de chute, puisqu'elle est au-delà des normes pour lesquelles un gériatre va s'inquiéter. La norme, c'est 0,8 mètres par seconde, puis quand ils sont au-dessus de 1 mètre par seconde, on s'y inquiète absolument pas d'habitude, ils sont même en excellente santé. Donc, de façon générale, ils ont 73 ans, quand même 37%, et malgré donc, cet état de santé en très bonne santé, avec une préoccupation. Alors, quels sont nos effets? Très rapidement, on a essayé de mesurer 3 choses. L'endurance musculaire avec un test de chaise de 30 secondes, parce que c'est facile à faire. Un time up and go, une chaise, un cône à 3 mètres et revenir. Puis finalement, les associations ont voulu la distance sur 6 mètres parce qu'ils voulaient qu'on donne un rapport aux personnes aînées pour savoir est-ce qu'ils sont capables. Donc, on a essayé de voir, mais ce test-là, il est optionnel parce que ça vous demande un certain espace dans votre local pour le faire. Et finalement, nos fameuses capacités fonctionnelles, puisque c'est un des trajectoires là-dessus. Qu'est-ce qu'on observe de façon assez surprenante, mais très cool quand même? C'est que ce 1 heure par semaine de marche organisée, combinée ou pas avec des cartes, améliore significativement chez les gens qui sont en très bonne santé physique l'endurance musculaire, le temps au time up and go qui se réduit, la mobilité aux 6 minutes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de marcher plus longtemps, et finalement, ils améliorent leur score au SPPB. Donc, ça fonctionne, ça leur permet au moins, si ce n'est pas de s'améliorer, de ne pas se détériorer. Alors, vous allez voir, on va se poser la question, je vous ai dit, on s'est posé la question, est-ce que la vitesse de marche devrait être un critère pour suivre les groupes? Donc, on a aussi voulu voir, est-ce que la vitesse de marche est un critère pour les améliorations? Donc ici, pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que les facteurs influençant la sphère de mobilité, en dehors de la conduite, un des plus grands facteurs dans les études canadiennes et internationales, c'est la vitesse de marche. Donc, on a repris nos groupes avec ceux qui étaient dans le groupe vitesse lente et ceux qui ont été dans le groupe vitesse rapide. Et si vous voyez, en fait, on est à peu près à part égale entre les deux groupes. Et par devis, indirectement, ils sont fonctionnellement différents. Et si vous regardez la peur de chuter, finalement, elle est beaucoup plus grande, et c'est normal, ça va avec la littérature, pour les gens qui ont une vitesse de marche plus lente. Maintenant, quels sont les effets? Lorsque l'on regarde le groupe lent, seul, on observe en fait qu'il n'y a pas d'amélioration ni clinique, ni significative au niveau de l'endurance musculaire. Qu'il y a, par contre, pas d'amélioration non plus au niveau du time up and go. Par contre, on a une amélioration significative au niveau des capacités fonctionnelles et au niveau du 6 minutes marche, qui est notre facteur normalement de mobilité et de capacité à bouger des personnes. Au niveau des gens qui ont une vitesse rapide, on retrouve pas tout à fait les mêmes résultats et surprenamment, en fait, on est même à l'opposé de notre hypothèse. Ils se sont améliorés significativement et pour l'endurance musculaire, et pour le risque de chute, et pour la mobilité, et pour le SPPB. Donc, une des explications potentielles que l'on pourrait avoir, c'est peut-être notre nombre d'échantillons, n égale 19, ne nous a pas permis, vu que c'était une étude pilote, et que l'idée d'aller faire l'efficacité n'était peut-être pas l'idée première au départ, je dois vous le dire. Alors, on s'est voulu s'intéresser, est-ce que le bénéfice de ce programme
est différent entre un groupe lent et un groupe rapide. Parce que si ça avait été différent, il aurait fallu qu'on ajuste certainement nos programmes ou nos interventions pour que tout le monde bénéficie de la même façon de ce programme. Et par chance, ou en tout cas statistiquement et cliniquement, on n'observe aucune différence dans le delta de changement entre notre groupe lent et notre groupe rapide. Donc, tout le monde a bénéficié de la même façon de ce programme de 12 semaines à raison de 1 marche par semaine. Oui, mais le Québec ne serait pas le Québec sans les saisons. Et si vous connaissez un petit peu la littérature, je vous présente une que je trouve toujours intéressante, c'est que la météo a une influence sur nos habitudes de vie. Donc, tout à l'heure, Paola parlait de rhythm et puis de circadian. Mais ça, c'en est un au Québec qui est la réalité, la météo. Et la météo, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, réduit le nombre de pas. Et cela est encore plus vrai chez les personnes âgées ou encore chez les personnes qui n'ont pas ou des enfants. Donc, le fait d'avoir des enfants peut vous amener, donc ici chez la personne âgée, souvent, le fait d'avoir des petits-enfants. Quand on regarde aussi la météo et qu'on regarde les chiffres de des dernières données de Stat Canada, mais ce qu'il rapporte, c'est que 43% des causes ou des moments où les personnes ont chuté, c'est en marchant sur une surface glacée. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu dans notre façon d'avoir une marchabilité, une capacité à la marche sécuritaire quand les gens ont déjà des chutes. Mais quand ils regardent ces chutes-là, seulement 7% causaient des blessures amenant à l'hospitalisation. Donc oui, ça peut créer des chutes. Heureusement, ça n'engorge pas quand c'est dans ces cas-là, pour ces personnes-là, cette étude-là. Donc on a voulu et on a créé une cohorte en été et une cohorte en hiver que l'on vient juste de terminer. Donc les résultats de tout ce que je vous présente sont frais d'il y a à peine 3 jours. Mais voici ce que ça donne. Donc la cohorte hiver est plus chuteuse que la cohorte est a plus peur, excusez-moi, de chuter. Donc on était très content que malgré cette peur, ils sont quand même acceptés de venir participer. Et si on le remarque, cliniquement, ils sont tous en forme, mais la vitesse de marche était différente. Au niveau des effets pour ceux de l'été, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'amélioration statistique au niveau du 30 secondes ni clinique. Par contre, il y a une amélioration dans le temps pour exécuter le time up and go, qui est un prédicteur des risques des chutes, qui se réduit. Et on a une amélioration qui tend à être significative au niveau du SPPB. Par contre, on augmente la distance qu'ils sont capables d'effectuer sur 6 minutes. Donc, cette fameuse capacité de sphère de mobilité seule. Au niveau de l'hiver, on a à peu près les mêmes résultats. Pas de différence statistique au niveau de l'endurance musculaire, pas de différence statistique au niveau du time up and go. Par contre, on a une amélioration statistique et préclinique au niveau des capacités fonctionnelles et de la mobilité. On a quand même voulu voir, est-ce que le fait de le faire en été ou le fait de le faire en hiver réduit les adaptations ou y a-t-il des différences? Et ce que l'on observe, en fait, que vous soyez dans le programme été ou que vous soyez dans le programme hiver, les bénéfices que vous allez en tirer vont être les mêmes. Donc, il est possible de faire et d'avoir des adaptations, quelle que soit la saison. Alors, c'est bien beau d'avoir des effets, mais il faut d'abord savoir si elles diffèrent avec ce que les gens ressentent. Parce que s'ils ne ressentent pas, ils sont pas capables de palper la différence, il faut savoir si subjectivement ils sont là. Donc, on a refait la même chose sur notre fameuse sphère de mobilité dont je vous ai dit qu'était une des premières causes. Ce que l'on peut voir en haut, ce que vous avez, c'est les 5 groupes, tous ensemble, en fonction de la vitesse de marche, puis en fonction de la saison. Et ils se sont tous améliorés, à part le groupe d'été, significativement au niveau de la sphère de mobilité. Par contre, nos groupes, qu'ils soient lents ou rapides, ou qu'ils soient en été, n'ont pas de différence au niveau de leur sphère de mobilité. En rouge, je vous remets le critère qui est le critère où les gens sont dits avec une petite sphère de mobilité à risque. Et en vert, c'est la flèche pour dire qu'ils n'ont absolument aucun problème d'autonomie. Donc, on voit bien que, de façon générale, on est à peu près dans les mêmes chiffres que dans l'étude pan-canadienne, où on est avec une moyenne de 76 pour nos personnes qui ont participé à l'étude. Au niveau de la peur de chuter, on a les mêmes effets. On a des effets pour le groupe en ensemble, ceux qui ont une vitesse lente et ceux qui se sont faits en hiver. Et ce qui est normal, puisque c'était les groupes aussi qui rapportaient un plus grand pourcentage de peur de chuter, alors que les autres étaient en dessous de 10%. On a voulu voir donc toujours s'il y avait des différences. Il n'y a pas de différence entre le groupe lent et le groupe rapide, significative. Par contre, on avait une différence entre le groupe hiver et le groupe été. Mais pour mémoire, le groupe hiver était significativement
plus à risque de peur de chuter que le roux skaté. Donc, on peut s'imaginer que c'est normal de ne pas progresser quand il n'y a pas de peur et de progresser quand il y a des peurs. Alors ici, je vais m'adresser à ceux qui s'intéressent à la mise en place puis à l'implémentation, parce que maintenant que c'est potentiellement bénéfique, est-ce que c'est implémentable? Est-ce que ça a été apprécié? Est-ce que les associations l'ont aimé? Donc tout d'abord, la première question qu'on s'est posée, et c'est pour ça qu'on a fait du time up and go, puis des tests comme ça, c'était de se voir, est-ce que la répartition des groupes à travers 3 questions est assez suffisamment sécuritaire pour ne pas mettre des gens dans un groupe ou dans un autre? Globalement, regardez pas les schémas, sauf pour ceux qui sont fans de chiffres. Pendant que je parle, vous pouvez le lire, mais 72% des gens avec une vitesse normale et 88% des jeux avec une vitesse lente ont été correctement grâce aux 3 questions réparties dans les bons groupes de marche. Donc, ça veut dire que potentiellement, il est assez facile de se dire qu'on n'est peut-être pas obligé de faire les tests physiques si c'est pas facile ou pas facilement implémentable. De plus, ce qui a été rapporté aussi, c'est qu'au bout de la première séance, c'est facile de changer de groupe si jamais. Et c'est un peu ce qui est arrivé de toute façon avec nos personnes qui ne se sont pas retrouvées dans le bon groupe. Dès le projet, ils savaient qu'ils pouvaient changer de groupe et avaient des horaires sans se sentir coupables de ne pas pouvoir changer. Et c'était important d'ailleurs qu'ils aient cette possibilité-là de changer au début, au milieu ou à la fin du groupe selon leur ressenti. Maintenant, au niveau de l'adhérence, on s'était dit, et on avait comme hypothèse que le fait de le faire en hiver, on allait avoir beaucoup d'abandon, on allait avoir moins de 50% de la population qui allait se déplacer en hiver. Et si vous vous rappelez de cet hiver à Montréal, on a eu de la neige, on a eu de la neige, on a eu de la neige. Eh bien, on a un taux d'adhérence en été de 88% et en hiver de 85,4%. Malgré les tempêtes, on vous les a mis là-dessus. Et même les jours de tempête, en fait, ils étaient là surprenamment. On a même essayé de les annuler en pensant à leur sécurité. Et au contraire, ils nous ont dit non, on veut notre séance, on a besoin de notre séance. Et puis l'image que vous avez vue, c'était un jour de tempête qu'on a fait avec Radio-Canada. C'était agréable. Et les jours où on a perdu du monde aussi l'été, c'était les jours de canicule. Mais nos marches sont toujours faites pas très loin d'un centre commercial. Donc, on leur expliquait, vous pouvez vous donner rendez-vous dans un parc, puis on va identifier le centre commercial, puis on a fait des marches ce jour-là dans les centres commerciaux pour leur montrer qu'ils sont capables de continuer à faire leurs marches s'ils ont trop chaud, en sécurité, pas trop loin de leur lieu de rencontre. Alors maintenant qu'on a vu au niveau de l'adhérence puis de la météo, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'ils ont aimé ça au niveau de leur programme? Donc, tout d'abord, la satisfaction, mais en fait, elle est globalement de 81%. Les gens sont très satisfaits ou satisfaits d'avoir suivi ce programme-là. Et que l'on soit en été ou en hiver, on voit que ça varie entre 75 et 96%, ce qui est excellent, puisqu'au niveau de la littérature, on considère qu'au-dessus de 70%, on peut considérer qu'il y a une bonne satisfaction face au programme. Une des choses qui a fait que la satisfaction était un petit peu plus faible en hiver, c'est qu'ils auraient aimé avoir les cartes d'exercice faites à chaque semaine pendant une marche pour qu'ils apprennent à mieux les utiliser. Et c'est une des étapes que l'on va changer dans notre mise à jour. Est-ce qu'ils ont eu du plaisir? On voit que globalement, c'est 81. Et en hiver, ils ont eu un petit peu moins de plaisir, 71% contre 98. L'histoire du plaisir, je vais vous la raconter. En été, on était seulement dans les parcs. En hiver, on était en ville et dans les parcs parce qu'on voulait mettre le défi de la ville, puisque c'est surtout en hiver qu'il y a. Et ça, pour expliquer ça, les gens détestent marcher dans leur quartier parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Je vous montrerai des photos, je vous montrerai les verbatims qu'on a eus, mais globalement, ils ont apprécié à réapprendre à marcher dans leur quartier. Donc, le 71% est paradoxal là-dessus. Au niveau des difficultés, est-ce que le programme, est-ce que le niveau de marche était adapté selon eux? Ce que l'on s'aperçoit, c'est que 84% nous disent oui, il était adapté ou très adapté. Et en été et en hiver, on a encore cette flexibilité qui peut s'expliquer par ce devis qui a augmenté au fur et à mesure. Je finirai avec les barrières et les facilitateurs, parce qu'il est toujours important quand on fait de la co-création, mais aussi quand on essaye de créer des outils implantables puis qu'on essaye de les diffuser, de comprendre qu'est-ce que l'on peut améliorer, même si je vous ai donné déjà des petits cues, puis qu'est-ce qui fait qu'ils aiment moins ou ils ne viendront pas continuer. Donc, on a interviewé les associations, mais on a aussi interviewé les personnes. Et ici, je vous montre, je n'ai pas la vidéo encore des marches que l'on a filmées, mais voici 2 images que l'on a prises lors des marches. Donc, la première, et on a travaillé fort avec les villes, c'est qu'on s'aperçoit que quand il y a les poubelles qui passent, elles ne sont pas remises au bon endroit. Donc, en fait, elles se retrouvent en plein milieu d'un trottoir. Donc, imaginez que vous êtes en hiver, mais le premier obstacle, c'est notre vie commune d'urbain.
ils sont obligés de descendre d'un trottoir qui n'est pas si visible parce qu'il y a de la neige. Donc là, vous le voyez, hein, le dénivelé entre le trottoir et la rue, c'est pas clair. Donc souvent, c'est un problème. Ou finalement, ben, que le trottoir est mal déneigé ou encore glacé, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté à marcher. Donc, on a eu, par exemple, bon, ben, la température, hein, qui peut être une barrière, le fait de marcher au parc qui était plus agréable qu'en ville. Donc, je vous ai dit, hein, la ville, ils aiment moins ça, mais surtout parce qu'ils en ont peur. Et donc, par exemple, une des hypothèses qui a été faite avec eux et qu'on a eu en consortium avec la ville de Longueuil, que je remercie déjà d'avance, mais on va mettre les brigadiers scolaires vont être impliqués pour les jours de marche dans les quartiers. Et c'est une demande des aînés. Ils trouvaient que traverser à des moments, dans les moments des marches, ils ne se sentaient pas assez en sécurité. Et la ville de Longueuil, qui a des brigadiers, va juste augmenter un petit peu le temps pour les jours des associations qui marchent. Donc, il va y avoir un site public pour dire ce quartier-là marche à tel jour. Et il va y avoir, en plus d'avoir des parcours fléchés, mieux indiqués pour que les gens puissent suivre leur parcours en toute autonomie pour ceux qui le font seuls. Bien sûr, les différences de rythme de marche des individus, je vous avais dit dès le départ, c'était une barrière, c'est revenu. La peur donc de traverser les rues avec de la circulation abondante, l'abondance de pans dans les trottoirs. Donc là aussi, l'urbanisme de la ville va travailler là-dessus pour voir quelle est la distance minimum. Et finalement, les douleurs articulaires. Et ils trouvaient que 12 semaines, c'était pas assez. Mais là, on leur a dit, nous, c'est de la recherche, mais l'idée, c'est que ça vive après nous. Finalement, les facilitateurs, hein, marcher en groupe, ils ont trouvé ça génial. Avoir une marche fixe et par une activité, les cartes d'exercice, les bâtons de marche qu'ils ont appris à utiliser et qu'ils ont apprécié pendant l'hiver. Et ça a été difficile de leur dire qu'on était obligé de leur reprendre parce que c'était pour les associations ou pour nous. Ont été quelques facilitateurs. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je suis devant vous, mais je voudrais remercier surtout Anne, qui est dans la salle, qui a été celle qui a fait des marches été, hiver et qui a collecté les données. Bien sûr, nos aînés, ici, vous avez les aînés, un des groupes de l'hiver, et finalement, ben, tous les participants, mais surtout la ville de Longueuil, les associations qui ont répondu présentes et qui sont impliquées dans ces retours. Donc, merci pour votre attention. Des questions pour Mylène. Alors, on a le niveau d'activité physique par le questionnaire qui s'appelle le RAPA, qui est le Rapid Assessment Physical Activity. C'est 4 questions. C'est pas le plus précis, mais c'est parce qu'on voulait on voulait être clair. Et on a surtout les données. Je les ai pas montrées parce que je voulais pas vous mettre trop de données, mais on a fait de l'actigraphie pendant la marche. Donc, on les a mesurées à plusieurs moments pour savoir est-ce qu'on a augmenté le temps sédentaire en les activant, est-ce qu'ils ont réduit leur niveau d'activité physique, etc. Et de façon générale, je te dirais que qu'ils étaient actifs avant ou pas n'a pas réduit leur adhérence ni leur efficacité. Par contre, le critère d'inclusion, c'était vraiment se sentir concerné par le fait que je n'arrive pas à bouger ou à sortir de chez moi ou avoir une peur de chuter ou de me déplacer seul. Donc, ça a amené un premier tri de façon générale, c'est-à-dire que les gens très, très autonomes, très, très actifs sont pas venus, ils marchaient déjà. Donc, nos rapas sont quand même assez faibles. Et ce qui est intéressant et ce qui se ressent aussi avec le nombre de minutes par semaine dits sédentaires, en plus du nombre de minutes par semaine dits inactifs, qui sont vraiment très élevés dans nos deux groupes. Merci, Milena. C'est très belle présentation, beau projet aussi. Ma question, c'est aussi par rapport les antécédents de santé. Euh, Parce que, par exemple, une personne qui a un vertige lié au équilibre pourrait avoir plus peur de marcher que d'autres personnes. Est-ce que vous avez tenu compte de ces symptômes, par exemple? Mais par exemple, les problèmes de vue, le fait qu'ils aient une marche plus lente, en fait, on les testait pour voir leur profil. Donc, on arrivait à déjà les classer selon lent et rapide. Et le nombre de ratios de personnes dans le groupe lent par kinésiologue ou personne spécialisée pour la marche versus dans le groupe rapide était différent pour des questions de sécurité. La prochaine étape que la ville va aller faire, faut le savoir, en hiver, on a testé 3 associations dont le revenu moyen et le niveau d'éducation est beaucoup, beaucoup plus faible que dans les 2 autres quartiers où on est allé en été parce qu'on voulait le tester. Et là, maintenant, la ville de Longueuil est intéressée à aller chercher les gens qui restent dans les résidences pour aînés. Il y en a beaucoup des publics où c'est des blocs pour 65 ans et qui restent là-dedans. Donc, ils aimeraient aller chercher les gens qui se limitent, soit pour des déficiences, soit pour des peurs vraiment, et aller voir comment on peut l'implémenter. Donc, c'est un projet
in progress, comme on dit, mais il fallait d'abord voir est-ce que c'est faisable, est-ce que les associations aiment ça, est-ce qu'ils trouvent ça lourd. Après, est-ce que la ville, quand on a une MADA comme on est chanceux, Longueuil, ils embarquent, puis ils y voient un potentiel énorme, mais surtout aussi la santé publique du CIUS est un grand partenaire parce que c'est leur mission aussi. Donc, ils sont impliqués là-dedans. Et sous peu, la FADOC va voir comment on peut réfléchir pour le diffuser. Donc, on est en discussion aussi avec ça, là. Mais oui, les déficiences visuelles, euh, le fait d'avoir une incontinence urinaire ou pas, par exemple, il y avait des dames, elles demandaient est-ce qu'il y a des toilettes là où on se réunit, c'est quoi le lieu. Donc, la chance qu'on a à Longueuil, c'est qu'on a un immense parc et il y a un hall, un chalet, et il y a des toilettes, c'est chauffé, tu peux te substanter aussi si tu as soif ou n'importe, et en tout temps, il y a des points où tu peux appuyer en cas d'alarme, donc ça sécurise tout cet effet-là. Et c'est un parc qui est très connu par tous les habitants. Donc, tu sais, c'était fédérateur. Et c'est la même chose au Saguenay, pour parler du Saguenay qui était encore plus problématique. Il n'y a pas de trottoir au Saguenay. Donc, eux, les marches de ville, là, c'est un gros défi. Un, les distances, puis deux, l'absence de trottoir. Avec des rues dites résidentielles où les voitures ont le droit de conduire à 70 ou 80. Donc, cette peur-là est très, très forte. Mais la FADOC réfléchit, et pour l'instant, la FADOC a fait des parcs et essaye de voir comment ils pourraient faire un mélange entre les deux. Mais c'est la difficulté. Au Saguenay, ils prennent la voiture pour se déplacer automatiquement. Eux, le jour où ils perdent leur voiture, là, ils sont finis. Ils le disent et ils le disent clairement. Donc, pour l'instant, on est là et c'est là où il faut voir après pour les parcs et tout ça. C'était des questions. Ben, merci tout le monde. J'espère que je ne vous ai pas trop tué, mais surtout, bon appétit. Puis à cet après-midi alors.